Bonsoir tout le monde, et bienvenue. Ce soir, j'ai pour vous une collection d'histoires de skinwalkers qui vont vous donner des frissons. Vraiment. Ah, et avant de plonger dans le vif du sujet, je voudrais souhaiter un très, très joyeux anniversaire à David Charles. J'espère que tu as passé une journée merveilleuse. Et voici, c'est l'histoire que tu as choisie pour l'occasion. Si vous aussi, vous aimeriez une dédicace pour votre anniversaire, ou même choisir le thème d'une prochaine émission, n'hésitez pas à suivre le lien Patreon dans la description pour en savoir plus. Mais pour l'instant, installez-vous confortablement, je vous préviens, et laissez l'obscurité prendre le dessus. Astérisque 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 alors, l'histoire d'un gars de 25 ans, en Utah. Il se demande si d'autres ont vécu ça. Il pense avoir vu un Wendigo, ou un skinwalker. C'est fou, hein? Même lui, il est sceptique, il ne croit pas trop à ces trucs. C'est un sceptique pur et dur, même quand ça touche au paranormal. Mais quand même, il aimerait qu'on l'aide à expliquer ça. Laissez-moi planter le décor. C'est arrivé quand il avait 17 ans, au lycée. Il vivait encore chez ses parents. Sa maison à l'époque était dans une toute petite ville. L'arrière-cour, enfin, ça donnait sur des champs ouverts et vides à perte de vue, et des montagnes, pendant des kilomètres, avant de trouver la moindre trace d'autre civilisation. Son meilleur ami habitait juste à côté, en fait, et on partageait ce champ comme si c'était notre jardin commun, d'une certaine façon. Il faut que j'explique que la maison de son ami était construite, dans une autre rue, qui se terminait en impasse, et qui donnait directement sur ce champ. Il pensait qu'il devait y avoir plus de maisons construites le long de cette rue pour agrandir la ville, mais visiblement, et ne l'ont jamais fait. Donc, son allée était en gros dans ce cul-de-sac, même s'il n'y avait pas d'autres maisons là. C'est important pour plus tard, vous verrez. Il passait beaucoup de nuits chez son pote au lycée, parce que sa relation avec ses parents n'était pas des meilleures, visiblement. Et de temps en temps, on se réveillait en entendant des bruits bizarres des frottements, comme si quelque chose traînait, et des gargouillements étranges qui venaient de la véranda arrière. La chambre de son ami était en sous-sol, avec une petite fenêtre qui donnait justement sur cette véranda. Ça arrivait peut-être quelques fois par mois. Mais chaque fois qu'on prenait notre courage à deux mains pour aller vérifier, il n'y avait jamais rien. Et ça a duré des années. Une nuit, en particulier, ça hante son ami et lui encore aujourd'hui. On se préparait à déménager, alors on était resté debout toute la nuit, à jouer à des jeux vidéo, et à regarder des films. On a décidé de faire un tour en voiture, juste pour l'ambiance, avec de la musique. Son ami est monté dans son pick-up, les phares allumés à fond. Il a fait un grand virage hors de l'allée, allumant ses feux vers le champ, comme pour faire un demi-tour. Et c'est là que la lumière a illuminé cette chose. Ça ressemblait à une personne, mais non, ce n'était pas ça du tout. C'était nu, à quatre pattes. D'une taille anormalement grande, surtout ses membres, qui semblait se replier sous lui d'une manière pas naturelle. Sa peau, pâle, lui collait comme si elle avait été étirée à l'extrême. Mais la partie qui lui donne encore des frissons, c'était le visage. Sa mâchoire pendait, ouverte sur une gueule noire béante, comme celle d'un serpent qui se décroche pour manger. Ses yeux noirs. Il scintillait dans la lumière alors qu'il nous regardait. Mais dès qu'il a tourné la tête pour nous voir, il a reculé à toute vitesse, presque comme si on appuyait sur retour rapide, et il a disparu dans les broussailles du champ. Mon ami et moi, on était livides, aussi pâles que des fantômes. On s'est regardé l'un l'autre, genre, tu as vu ça? On était secoués. Disons juste qu'on a essayé de passer une bonne fin de nuit, mais impossible. On n'arrivait pas à croire ce qu'on avait vu. On a fini par rester assis dans son sous-sol, les fusils prêts, à attendre d'entendre à nouveau ces gargouillements, et ces bruits de traînées. Mais on ne les a plus jamais entendus. Il ne vit plus dans cette ville. Mais il y retourne de temps en temps. Et ce champ vide, il a toujours cette sensation que quelque chose y attend. Et même s'il ne le voit pas, il est convaincu que quoi que ce soit, c'est toujours là dehors. Astérisque 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 alors, je n'aurais jamais pensé emménager dans une cabane en rondin de 120 ans, au fin fond du Missouri. Mais bon, la vie, elle attend personne pour qu'on se sente prêt, hein? Ma fiancée, notre bébé et moi, on s'est retrouvés là il y a un mois environ, à cause de problèmes de famille un peu compliqués.
Ma tante nous a offert sa maison, et comme on n'avait pas beaucoup d'options, on a accepté. Alors, on a tout entassé dans la voiture, et d'un coup, on s'est retrouvé à vivre dans une maison qui aurait pu sortir d'une vieille carte postale. La cabane a été construite en 1903. Enfin, c'est ce que ma tante disait. La propriété elle-même est entourée d'une forêt épaisse du Missouri, qui avale le son de cette manière étrange que seules les forêts au milieu de nulle part semblent réussir à faire. Pendant les premières semaines, tout allait bien. Je veux dire, c'était un peu vieux, un peu plein de courant d'air, mais ça allait. Mon oncle, lui, il racontait des choses étranges qui s'étaient passées ici et là au fil des ans. Des voix dans les bois, des ombres qui bougeaient là où il ne devait rien y avoir, et des coups à la porte en pleine nuit. Il en riait toujours, comme si c'était une histoire vraiment amusante. Je n'étais pas sûre s'il essayait de nous faire peur ou juste de nous préparer à ce qui pourrait se trouver là. Au début, j'en ai ri. Ma fiancée aussi. On a tous les deux mis ça sur le compte du folklore rural. Mais ensuite, les choses ont commencé à se passer. Ça a commencé un lundi matin, juste avant le lever du soleil. Mon oncle est chauffeur de camion, alors il part tôt en début de semaine, et ne rentre généralement pas avant le vendredi soir. Il appelait ma tante juste après être sorti de l'allée. Tu ne croiras jamais ce que je viens de voir. Il y avait un loup près de la clôture. Je te jure sur ma vie, il était énorme. Ma tante nous l'a répété, à ma fiancée, et à moi, et on lui a jeté un regard incrédule. Un grand loup, ce n'était pas si inhabituel par ici. Mais c'est là bien sûr, que nous avons commencé à le voir nous aussi. Presque tous les matins, juste quand le ciel commençait à peine à bleuir, le loup apparaissait au bord du jardin. Immense. Trop grand. Sa silhouette n'était pas normale, non. Il restait en dehors de la ligne des arbres, puis s'approchait marchant, comme s'il était chez lui. Et la nuit, il hurlait longuement, gravement. Ça a même réveillé le bébé plusieurs fois. Mais le truc, vraiment, qui nous a glacés, c'est ça. On a des chiens ici. Ils aboient à tout ce qui bouge. Mais là, rien. Ils n'ont jamais aboyé, grogné, ou même dressé les oreilles quand on entendait le loup hurler à proximité. Ils agissaient comme s'il n'y avait rien. Et là, mon estomac a fait un bond. Les animaux, ils sentent les choses avant nous, et ils réagissent. Ils n'ignorent pas les prédateurs. Mais si les chiens ne semblaient pas s'en soucier, pourquoi? Est-ce qu'ils avaient peur de lui? Ou peut-être que ce n'était pas un loup du tout? J'ai essayé de rester rationnel. Peut-être que le loup était malade. Peut-être que les chiens savaient que ce n'était pas une menace. Peut-être que je me faisais des films. Mais la nuit, allongé dans mon lit, entendre les planchers craquer et le vent racler contre les murs de la cabane, ces explications, elles ne tenaient plus. Toutes les quelques nuits, il y avait des coups à la porte. Juste 2 coups lents, espacés, comme quelqu'un qui testait pour voir si on allait répondre. D'autres nuits, ça pouvait être plus fort, et plus assuré. Je restais debout dans le couloir, le babyphone à la main, figé, à fixer les ombres près de la porte arrière, attendant qu'une forme bouge. Et puis il y avait les sons. Chanter, c'est le mot le plus proche que je puisse utiliser pour les décrire, mais ça ne rend pas vraiment justice. Ce n'était pas comme une voix humaine. C'était plus un bourdonnement, avec un rythme étrange, presque un motif. Comme si quelqu'un dehors essayait de se souvenir d'une vieille chanson, mais ne parvenait pas à retrouver la mélodie exacte. Les sons flottaient autour de la maison, parfois ils l'encerclaient. Je pouvais être dans la cuisine la nuit, et l'entendre faiblement près de la fenêtre arrière. Une autre nuit, ça venait des bois, bien plus près que ça n'aurait dû être. J'arrêtais pas de balayer ça d'un revers de main, pour ne pas me faire peur. La cabane est isolée. Les sons portent. Les vieilles maisons font du bruit. Il y a des animaux dans les bois. Toutes les excuses habituelles. Mais le truc, c'est que les excuses commençaient à paraître de plus en plus faibles à chaque fois que le loup se montrait. Pendant des semaines, une pensée bien précise me taraudait l'esprit, au fond de ma tête, là. Et j'essayais de la repousser, ça me semblait ridicule, dramatique mais elle ne me quittait pas. Elle restait en première ligne de mon cerveau. Les skinwalkers. J'ai grandi en entendant des histoires de ma famille. Je suis à 50% amérindien.
et même si je ne prétends pas connaître tous les détails du folklore, ou parler au nom d'une tribu, ces histoires ont toujours été traitées avec respect. On ne plaisantait jamais avec ça. Je ne voulais pas faire ce lien. Je ne voulais même pas penser au mot. Mais une fois qu'il m'a traversé l'esprit, il est resté, il a imprégné tout. Surtout, quand j'ai commencé à faire des recherches, à lire d'autres témoignages, à réaliser combien de détails correspondaient. Oh, tellement bien, c'est fou. Le loup énorme, les chiens qui agissaient comme si rien n'était anormal, les coups à la porte, ce chant dans les bois, la sensation persistante de ne pas être seul là-bas. Tout ça a rendu ce mois entier encore pire. Les bois semblaient différents la nuit aussi. Encore plus étouffants, comme si quelque chose était assis juste derrière l'orée des arbres, à observer la maison. Là en ce moment même, pendant que je vous raconte tout ça, j'entends des choses dehors. Des petits bruits, des frottements, des mouvements. Un son grave qui pourrait être le vent, mais j'en doute. Et chaque fois que je fais une pause pour écouter, ça s'arrête un moment, jusqu'à ce que ça recommence. La partie rationnelle de mon cerveau lutte fort contre la peur. Les grands loups existent. Les vieilles maisons font des bruits. Mais il y a des choses que je ne peux pas expliquer. Et le reste de moi, il se souvient du regard de mon oncle quand il parlait de ce qu'il avait vu. Je ne sais pas ce qui se passe sur cette terre. Tout ce que je sais, c'est que j'ai hâte de m'en libérer. Astérisque, 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 mes grands-parents, ils avaient une sacrée parcelle de terrain, environ 80 acres, à une trentaine de kilomètres à l'est de Snowflake, en Arizona. Je ne saurais jamais pourquoi ils ont choisi cet endroit. Peut-être que ce n'était pas cher au début des années 80. Ou peut-être qu'ils aimaient bien l'isolement, qui sait? Quoi qu'il en soit, ils ont quitté San Miguel après la retraite de mon grand-père de la mine, et se sont installés là. Leurs voisins les plus proches, c'était ma tante et mon oncle, à environ 1 kilomètre. Et le suivant, un rancher nommé Stoddard. Je n'ai jamais entendu son prénom, juste Stoddard. Il vivait à 6 kilomètres, juste au pied d'une des plus grandes falaises du coin. Et mes grands-parents le détestaient, absolument. C'était le genre de rancher, qui agissait, comme si tout le désert lui appartenait. Si son bétail s'aventurait sur votre terrain, il haussait les épaules comme si c'était de votre faute. Plus d'une fois, mon grand-père l'a surpris à couper la clôture en barbelé pour que ses vaches puissent paître chez nous. Ce type avait cette arrogance, ce sentiment de droit qu'on ne retrouve, semble-t-il, que chez certains éleveurs, vous voyez? La terre là-bas, elle est parsemée de ruines Anasazi. Des habitations troglodytes, de vieux pueblos, des tessons de poterie. La plupart ont été détruits bien avant qu'un archéologue ait eu sa chance. Bulldozés par des ranchers avec des pelleteuses, espérant trouver des pots à vendre. Ma famille, elle a toujours pensé que Stoddard était l'un d'entre eux. Un jour, après avoir perdu un veau, Stoddard était dehors, près des falaises. C'est là qu'il a trouvé ça. Un rocher de la taille d'un pick-up, penché bizarrement contre la paroi de grès, scellant une ouverture étroite. Sa curiosité l'a emporté. Il a ramené sa pelleteuse, a arraché la dalle de grès, et a découvert une grotte. Mais ce n'était pas n'importe quelle grotte. C'était une chambre funéraire Anasazi. Je suis sûr que Stoddard n'a vu que des signes de dollars quand il est entré, a pris tout ce qui lui tapait dans l'œil. Poterie, artefacts, peut-être même des os, y a vendu ce qu'il pouvait. C'est là que ça a commencé à pourrir pour lui. D'abord, il a perdu un demi-million de dollars dans un krach boursier, et ce n'était que le début, vraiment. Son bétail a développé une sorte de maladie qui a balayé le troupeau comme un feu de paille. Des animaux morts partout. La ruine financière est arrivée très vite. Ensuite, sa femme est tombée malade. Quelque chose de très rare, dont personne n'avait jamais entendu parler dans le coin. Elle est morte en quelques mois. Peu de temps après, Stoddard a été jeté de son cheval, il s'est brisé la colonne vertébrale, et n'a plus jamais marché. Gardez à l'esprit. Tout ça s'est passé en quelques années seulement. Il est devenu convaincu qu'il était maudit, et a dit à quiconque voulait l'écouter, que déranger cette grotte funéraire avait ruiné sa vie. La plupart des gens se sont moqués de lui, ont dit qu'il était juste aigri, fou, et malchanceux. Mais Stoddard a pris tous les artefacts qui lui restaient, s'est traîné jusqu'à cette grotte, a tout rendu, et a utilisé la pelleteuse pour remettre le rocher à l'entrée, bien en place.
Puis, une nuit, il a abandonné son ranch entièrement. La maison était pleine de meubles, des vêtements encore dans le placard, la vaisselle dans l'évier. Il est simplement parti, comme ça. Quelques années plus tard, un homme de Californie a acheté la propriété, a retapé l'ancienne maison de ranch et l'a mise en location. À cette époque, ma tante était enceinte de son premier enfant et voulait se rapprocher de mes grands-parents. Alors, elle et son mari ont loué l'ancien endroit de Stoddard. Ça avait l'air assez innocent de jour, un peu délabré, mais confortable. Mais la nuit, là-bas, tout semblait bizarre. Et pendant la première semaine environ, rien ne s'est passé. Ensuite, les bruits ont commencé. Ma tante disait qu'elle entendait des chants faibles tard la nuit, flottant sur la propriété, comme le vent, traînant des voiles le long du bord. Parfois, il y avait des tambours, étouffés mais réguliers. Elle a essayé de s'expliquer ça, vous savez. Peut-être que cette femme hippie qui vivait sur la falaise faisait des rituels spirituels? Ou que son mari qui travaillait la nuit la rendait nerveuse? Et peut-être que les hormones de grossesse la trompaient? Pourtant, elle ne pouvait pas se débarrasser de la sensation d'être constamment observée. C'est devenu assez grave pour qu'elle fasse des cauchemars toutes les nuits. Elle a finalement raconté ça à mon grand-père, qui lui a prêté son chien. Un grand chien de travail, croisé, bien entraîné. Elle l'a emmené au ranch, et dès qu'elle a ouvert la portière du camion, les poils du chien se sont hérissés. Il a grogné bas, et profondément, refusant de poser pas à terre. Elle a dû le traîner physiquement dans la maison. Il n'a pas arrêté de fixer la porte d'entrée toute la nuit. Et le chant devenait de plus en plus fort. Au matin, elle a trouvé des empreintes de pieds humains nus autour de la maison, de taille adulte. Les choses n'ont fait qu'empirer. Nuit après nuit, les chiens aboyaient contre les murs, des tambours au loin, et des chants flottant à travers les fenêtres. Toujours plus d'empreintes nues. Ma tante dormait à peine. Finalement, elle a craqué et a demandé à ma grand-mère de passer la nuit. Ma grand-mère était une femme très religieuse, douce et solide comme un roc. Elle est venue cet après-midi-là, a préparé le dîner, a aidé à nettoyer, et a essayé de créer un sentiment de paix. Après, pendant que ma tante faisait la sieste, grand-mère est allée faire une courte promenade au pied de la falaise. Plus tard, elle a dit qu'elle avait senti quelque chose la regarder. Pas comme un animal, non, mais quelque chose d'intelligent et de laineux. Elle n'a pas osé le dire à ma tante, par contre. Quand le soleil a plongé derrière la falaise, elles ont décidé de partir pour la maison de mes grands-parents. Elles ont fait leurs bagages, ont chargé le chien et sont montées dans le camion. Ma grand-mère a mis la clé dans le contact. Et ça n'a même pas fait un clic. Elles ont réessayé. Le camion était mort. Grand-père n'était pas à la maison quand elles ont appelé, donc elles n'avaient aucun moyen de partir. Et la nuit a englouti tout le désert. Puis, le chant a recommencé. Les chiens ont commencé à grogner. Et quelque chose a hurlé dehors. Pas un coyote, rien que l'une ou l'autre femme n'avait jamais entendu. Mais quelque chose d'énorme bougeait juste au-delà de la portée de la lumière du porche. Allant et venant, tournant en rond, testant, quoi? Ma grand-mère a prié sans arrêt. Ma tante pleurait silencieusement. Toutes deux ont tressailli quand quelque chose a cogné fort contre le mur. Finalement, les appels affolés de ma grand-mère ont atteint mon grand-père. Elle vint, a-t-elle chuchoté au téléphone. Quelque chose est dans la maison. Tu dois venir. Elles ont attendu ce qui a semblé 4 heures jusqu'à ce que des phares apparaissent enfin, sur la colline. Avant même que mon grand-père n'atteigne la maison, quelque chose a sprinté sur le chemin de terre devant son camion. Ces phares l'ont attrapé juste assez pour refléter d'énormes yeux rouges brillants. Grand-père a claqué les freins, a sauté, et leur a hurlé de monter dans le camion. Il a tiré 2 coups dans l'obscurité, puis, est parti en trombe, à toute vitesse sur le chemin de terre. Ma tante a fait l'erreur de regarder en arrière. Elle a vu ces mêmes yeux rouges, observant depuis le bord des phares. Le lendemain matin, mon grand-père et mon oncle sont retournés à la maison. Ils ont trouvé des empreintes de pieds nus partout. Mais pas seulement des empreintes humaines. Des traces massives de coyotes encerclaient aussi la maison. Ma tante n'est jamais revenue. Ma grand-mère a vu ces mêmes yeux rouges rôder au bord de sa propriété la nuit, pendant des années après.
D'autres familles ont essayé de vivre dans l'ancienne propriété de Stoddard, et aucune n'a duré plus de quelques mois. Toute cette zone semblait bizarre. Après en avoir appris davantage de mes amis amérindiens, je suis convaincu que ma famille est tombée sur quelque chose de sacré et de dangereux. Les Skinwalkers sont connus pour chasser dans les cimetières, pour garder les ruines et maudire ceux qui dérangent les morts. Quoique Stoddard ait réveillé cette nuit-là en quittant la grotte, je ne pense pas que ce soit jamais retourné dormir. Astérisque astérisque astérisque. Quand la plupart des gens pensent à un endroit hanté, ils imaginent une maison ou un bâtiment abandonné. Mais moi, je crois que des zones entières peuvent être des foyers d'activité paranormale. Pour moi, c'est cette terre à lait de Snowflake en Arizona, et à l'ouest de Concho, le long de l'ancienne route de Concho. Le paysage, c'est du grès rouge, des crêtes rocheuses, du sable rouge. Des ruines Anasazi, anciennes, il y en a un tas, au milieu des falaises. Des échos d'un temps où la terre n'était pas si aride et sèche, vous savez. Des cèdres noueux, tordus, parsèment le paysage, avec de grands lits de rivières asséchées où poussent de maigres bosquets de peupliers. Mes grands-parents possédaient 80 acres de terre, environ 20 000 allées de Snowflake. Les habitants de Snowflake appellent cette zone les. La maison mobile de mes grands-parents était au sommet d'une colline, qui montait doucement. Environ 1 000 plus au sud, au bas de la colline, ma tante et mon oncle avaient construit une maison à 3 niveaux, où ils vivaient avec leurs 2 filles et leurs 2 filles. La maison avait une disposition astucieuse. De face, elle ne semblait avoir que 2 étages, mais à l'arrière, à cause de la pente de la colline, le sous-sol était visible. Une grande terrasse en bois entourait la section médiane de la maison. La maison faisait face à l'ouest, et à l'est, la colline descendait lentement vers un ravin. De la terrasse arrière, on avait une vue sur la montagne sacrée des Unis, et la vallée de la petite rivière Colorado, près de St. John's. Cette histoire, c'est le récit de l'expérience terrifiante qu'a vécue mon cousin d'aîné, Sam, à l'été 91. C'était fin juin, et Sam avait 17 ans. Alors que la plupart des jeunes de son âge profitaient de leurs vacances d'été, Sam, lui, non. Il avait assisté à une énorme fête de remise des diplômes et s'était saoulé, comme un coin. Malheureusement pour lui, le shérif avait aussi assisté à la fête, et il avait reçu une contravention, pour consommation d'alcool mineur, une mise à l'épreuve, et une bonne engueulade, ainsi qu'une interdiction de sortie pour tout l'été. Sa mère lui avait même pris les clés de son pick-up, celui pour lequel il avait travaillé tout l'été précédent pour l'acheter. Ils étaient coincés au milieu de nulle part. Il s'était pas mal occupé, par contre, en aidant ses grands-parents qui vivaient en haut de la colline. En rentrant en fin d'après-midi, il a remarqué que le voisin, Jeff, d'environ 5000 à l'ouest, s'était arrêté pour rendre visite à son père, Bill. Jeff, c'était un de ces types hippies. Il était cool et tout, mais tout le monde soupçonnait qu'il avait probablement abusé du LSD dans les années 70. Jeff avait une propriété au sommet de la falaise, qui jouxtait la maison de Stoddard. Bill et Jeff bavardaient sur le porche quand Sam est arrivé. Il a salué Jeff, et Jeff lui a demandé si Sam voudrait l'aider pour un projet sur sa propriété. Il a dit qu'il le paierait quelques centaines de dollars pour une semaine ou 2 de travail. Et Sam a accepté. De l'argent de poche pour la fête, pour quand ses parents partiraient la semaine prochaine, pour leur voyage au Nebraska avec nos grands-parents. C'est ce qu'il pensait. Le lendemain matin, Bill a rendu ses clés à Sam pour qu'il puisse aller chez Jeff. Quand il est arrivé, Jeff chargeait des pelles et de l'équipement dans son camion. Sam n'avait pas demandé ce qu'ils allaient faire, mais après avoir vu les pelles, il a supposé qu'ils allaient probablement remplacer des poteaux de clôture. Jeff lui a dit de monter dans le camion, et ils sont partis vers le nord, le long du sommet de la falaise, sur un chemin de terre à 2 voies très visibles. Le sommet de la falaise offrait une très bonne vue sur les environs. On pouvait voir les abords de Snowflake, et le grand lavoir sec parsemé de peupliers à l'ouest. Les White Mountains dominaient l'horizon au sud et, au nord,
Les mésas près de Holbrook étaient également visibles. À l'est, il y avait une petite vallée le long d'un lavoir plus petit. Il pouvait à peine distinguer le toit de la maison de Stoddart. La pensée lui a donné des frissons, la chair de poule. Il a repoussé l'histoire de ce qui s'était passé là-bas au fond de son esprit. Ils ont contourné une petite alcôve de grès, et Jeff a arrêté le camion. Devant eux se trouvait une grande ruine. Sam avait grandi, dans l'Est, et avait vu de nombreuses ruines à Nazazie. Ça ressemblait à un grand tas de grès en vrac, mais un examen plus attentif révélait des tessons de poterie partout. Comme presque toutes les ruines, celle-ci avait de grands trous où quelqu'un avait utilisé une pelleteuse pour trouver des pots à un moment donné. Et Sam a eu un sentiment de malaise. Jeff a dû voir son visage, parce que Sam a dit qu'il a commencé à expliquer que son projet était d'excaver la ruine. Il avait un grand projet, Il allait excaver la ruine, et ouvrir un musée sur sa propriété avec ce qui leur était rouvé. Il ferait payer les gens, genre $5 pour venir jeter un œil. Sam a soutenu que creuser dans les ruines était illégal. Jeff lui a dit, pas si tu es propriétaire du terrain sur lequel elle se trouve. Ce qui, honnêtement, a mis Sam encore plus mal à l'aise. Et si on met en colère des esprits? Jeff a ri. Tu parles de la maison de Stoddart? Sam a hoché la tête. Ne te méprends pas, Sam. Ta tante et ta grand-mère sont des gens gentils, honnêtes, mais je ne pense pas que ce soit des esprits indiens. Je pense qu'elles ont entendu des rumeurs en ville sur ce qui est arrivé à Stoddart, et elles se sont fait peur toutes seules. D'ailleurs, ce n'est pas un cimetière. D'ailleurs, il n'y a pas de corps ici. Sam dit, on aurait dû écouter ce sentiment qui nous disait de partir. Mais l'argent, c'était l'argent, et il a balayé ça et a commencé à pelleter. Vers midi, Jeff est allé chez lui pour préparer le déjeuner pour Sam et lui, tandis que Sam restait à la ruine. Il n'y a pas vraiment réfléchi sur le moment, mais il a remarqué que c'était extrêmement silencieux autour de la ruine. Il n'y avait aucun signe ni son. Pas même de cigales, qui étaient très fréquentes à cette période de l'année. Il a dit que, porté par le vent, il aurait juré entendre une voix faible, mais il a mis ça sur le compte du fait d'être effrayé par la maison de Stoddart, qui n'était qu'à quelques kilomètres. Quand Jeff est revenu avec leur sandwich, il a aussi apporté un appareil photo pour qu'ils puissent documenter leur progrès, et mettre des photos dans le musée. Jeff a demandé à Sam de le prendre en photo, dans la pièce qu'ils avaient nettoyée, et avec les objets. No warning. Alors, ils ont travaillé pendant une semaine. Ils ne faisaient pas beaucoup de progrès. Ils n'avaient pas trouvé grand-chose. Un petit pot, quelques perles et la moitié d'un tatouage. Sam était content d'avoir un jour de congé. Tout au long de la semaine, il avait lutté contre le sentiment que quelque chose de grave allait se passer. Il était heureux de s'éloigner de la ruine pendant un certain temps. Il a rêvé une nuit que son lit tremblait. Après un week-end plutôt tranquille, Sam est retourné chez Jeff le lundi matin. No warning. À sa surprise, il y avait une pelleteuse garée dans son allée. Un autre voisin l'avait prêtée à Jeff. Jeff était excité parce que maintenant, il pouvait faire des progrès plus significatifs. Ils ont fait beaucoup de progrès. Ils ont découvert 3 ou 4 pièces, trouvé d'autres artefacts. Le mardi, et le mercredi, se sont passés de la même manière. Plus de pièces, plus d'artefacts, tout en prenant des photos. Et après avoir rempli 4 rouleaux de films, Jeff les a emmenés en ville pour les faire développer. C'était bien avant les téléphones appareils photo, et les appareils photo numériques, où il fallait environ 10 jours, pour développer vos photos. On était jeudi. Ils étaient tombés sur une très grande pièce dans le Pueblo. No warning. Au milieu, un grand bloc de grès. No warning. Cela a piqué la curiosité de Jeff. Le reste du grès qu'ils avaient rencontré, était petit. À l'aide de la pelleteuse, il a déplacé le grès sur le côté. Il y avait un trou noir en dessous. Quelque chose à propos de ce trou noir a noué l'estomac de Sam. Jeff était extrêmement excité. Il a regardé dans le trou, mais n'a rien pu distinguer. Il a attrapé une lampe de poche et l'a braquée dans le trou.
C'est une autre pièce, s'est exclamé Jeff. Sam, pour une raison quelconque, n'a pas voulu regarder. Quelque chose à propos de cette ouverture lui donnait la chair de poule. Jeff a dit à Sam de courir chercher une échelle. Il l'a fait, espérant que Jeff n'allait pas lui demander d'y descendre. Le tonnerre grondait au loin alors qu'il remontait vers la ruine. Des nuages de mousson s'accumulaient au sud et le vent s'était levé. No warning. Jeff a posé l'échelle dans l'ouverture, et Sam lui a demandé si c'était sûr. Jeff a pensé que puisque la pièce avait été remplie de terre, et de dalles de grès géantes pendant près de 1000 ans, il ne pensait pas que le toit allait s'effondrer. Alors Jeff est descendu de l'échelle avec une lampe de poche. Nom de Dieu, s'est-il exclamé. Il appelait Sam, qui s'est lentement approché. Apporte l'appareil photo, et descend. La terreur a saisi Sam. Il ne voulait pas y aller, mais il ne voulait pas non plus que Jeff pense qu'il était une poule mouillée. Il a attrapé l'appareil photo, et est descendu dans le puits noir. Au début, il faisait si sombre qu'il ne pouvait rien voir. Il a vu le faisceau de la lampe de poche de Jeff briller sur un grand pot ondulé. Même avec la lumière du soleil qui descendait par l'ouverture, elle ne semblait pas pénétrer l'obscurité. Finalement, Sam a réalisé que les murs et les sols étaient noirs. L'air était vicié, et sentait fortement la suie. Jeff se déplaçait avec enthousiasme dans la pièce pour voir les trésors qu'elle contenait. Jeff, un long roulement de tonnerre a retenti au loin. Prends des photos, s'est exclamé Jeff, agacé que Sam reste là, immobile. Et assure-toi que le flash est activé. Mais c'était plus difficile que prévu, en fait. Sam a commencé à prendre des photos. Le flash éclairait brièvement la pièce. À la troisième photo, environ, Sam a aperçu quelque chose qui l'a fait sursauter. Un crâne humain. Le cœur battant à tout rompre, il a crié, « Jeff, il y a un crâne !» Jeff était occupé à regarder ici et là, et ne l'a pas entendu. Il a pris une autre photo, juste pour être sûr. Et puis, il a dit plus fort, « Jeff, il y a un crâne quoi ?» Eh oh oui, il y a un crâne. Oh, il y en a quelques-uns ici. On dirait qu'il y a eu un incendie dans cette pièce, a-t-il pensé. Il en a balancé un de l'autre côté de la pièce vers Sam, et Sam a sauté. « Mais qu'est-ce que tu fais, mec ?» a dit Sam, sa peur se transformant en colère. « Mec, ce n'est pas normal. Tu ne devrais pas toucher au corps. On n'a pas besoin d'appeler la police, ou quelque chose. » Jeff a ri. La police? Et leur dire quoi? Qu'on a trouvé un tas d'Indiens morts vieux de 1000 ans? Sam était vraiment en colère maintenant. Écoute, Jeff, si tu veux t'amuser avec ces trucs, sois mon invité, mais moi j'arrête. Il y a quelque chose de mauvais à propos de cet endroit, et je veux partir. Tu as peur d'un tas d'os? N'importe quoi, mec. Je ne paie pas pour que tu fasses la chochotte. Sam a jeté l'appareil photo de Jeff par terre, et a grimpé à l'échelle. Et Jeff a commencé à jurer contre l'appareil photo cassé. Mais Sam s'en fichait. Il a commencé à marcher vers la maison de Jeff où son camion était garé. Le vent soufflait assez fort maintenant. Des nuages noirs couvraient le soleil. Sam voyait maintenant des éclairs en même temps que le tonnerre. Quand il est rentré chez lui, il s'est rappelé que ma tante et mon oncle étaient partis avec sa sœur pour leur voyage au Nebraska. Quand son frère aîné, Zach, était aussi parti travailler chez Pizza Hut pour la soirée. Et il était fatigué. No warning. Il s'est allongé sur le canapé et s'est endormi, essayant de ne pas penser à la pièce noire pleine d'os. Un grand coup de tonnerre a secoué la maison, et a réveillé Sam en sursaut. La maison était sombre. Il a tâtonné pour trouver l'interrupteur, et l'a actionné, mais rien. Un éclair a illuminé la pièce. Merde. La tempête a dû couper l'électricité. Le vent hurlait dehors, et il a fouillé dans le placard jusqu'à trouver la lanterne, et l'allumer. Il se sentait toujours extrêmement mal à l'aise. Alors, il est monté dans sa chambre où il avait un joint. Alors, il s'est dit qu'il allait le fumer. Il s'allaiderait pour ses nerfs. Sa chambre donnait sur l'allée,
et il a ouvert la fenêtre pour laisser entrer un peu de lumière afin de trouver son joint. Ça n'éclaire, et c'est là qu'il a vu quelque chose traverser l'allée à toute vitesse. Son cœur a raté un battement. Il a entendu son chien commencer à aboyer. Il a posé son joint, et a fermé la fenêtre. Il sentait la terreur lui ronger les tripes. No warning. Mais qu'est-ce que c'était? Il descend prudemment, et verrouille la porte coulissante d'entrée. Et il entend des pas lourds courir sur le porche. Et là, il panique complètement, réalisant que la porte latérale est déverrouillée. Il traverse le salon en courant, et trébuche sur une chaise. Les chiens paniquent, grognent, et aboient. Il aperçoit quelque chose. Et quelque chose qui passe devant la fenêtre du salon, illuminée par l'éclair. Il arrive à la porte, tâtonnant pour la serrure. Ce qui est dehors a une prise sur la poignée. Ça commence à tourner. Il claque le verrou de sécurité. La porte coulissante du sous-sol. Là il dévale les escaliers. Il arrive à la porte, la trouve déjà verrouillée, ce qui est un soulagement. Et puis un autre éclair. Dedans, il voit la silhouette de ce qu'il pense être un homme couvert de fourrure, peut-être. Des yeux rouges brillants sortant de l'obscurité là où devrait être son visage, debout au bord de son jardin. C'est très grand. En regardant ses yeux rouges brillants, juste un instant, son souffle s'est coupé. La panique tourbillonne en lui. En se débattant, il tombe en arrière, se cogne la tête sur une table. Il pleure. Il se relève, et fonce à l'étage chercher le téléphone. Tout ce qu'il peut penser, c'est de composer le 911. Son cœur martèle dans sa tête. Il décroche le téléphone. Rien. Un grand bruit sourd, venant du toit, le sort de son désespoir. La chose est sur le toit. Un fusil. Première chose qui lui vient à l'esprit. Il fonce dans la chambre de ses parents, où il garde un fusil de chasse dans le placard. Les chiens le suivent en courant, et c'est là qu'il commence à pleuvoir à verse. Il entend toujours des pas sur le toit. Il verrouille la porte derrière lui en entrant dans le placard. Les chiens le suivent. Il trouve le fusil, ses mains tremblent comme des feuilles alors qu'il le charge. Les chiens sont silencieux. Il n'entend plus rien venir du toit. Où diable est-il dans la maison? Il est s'assied dans le placard, et attend. Où les chiens se blottissent autour de lui. Ce qui semble être des heures passent, et rien d'autre que le grondement lointain du tonnerre alors que la tempête continue sa route. Il commence à se calmer, toujours sous le choc. À ce moment-là, la tempête s'est dirigée vers le nord. Soudain, il entend la poignée de porte s'agiter. Bang, bang, bang. On frappe à la porte. On boum. Le fusil part, faisant un trou dans le plafond du placard. Et quelqu'un crie. Ne tire pas, il entend son frère, Zach, crier. Des larmes coulant sur le visage de Sam. Il lâche le fusil, et court à la porte, la déverrouille, renversant presque son frère. Mais qu'est-ce que tu fais, mec? Pourquoi tu me tires dessus? Mais Sam est en état de choc. L'histoire de ce qui s'était passé plus tôt dans la journée et ce soir-là jaillit de lui, et Zach écoute sans un mot. À la fin, Zach demande seulement, « Ok Sam, qu'est-ce que tu as fumé? » « Rien, frérot. Je ne suis pas défoncé. » Et Zach crie. « Je no warning. Ok, mais maman va être folle de rage. Ok, non seulement parce que tu as fait un trou dans leur placard, mais aussi toute la boue que tu as ramenée, frérot. Tu ferais mieux de nettoyer ça. » De la boue? Quelle boue? Et comment Zach était-il entré? La maison était verrouillée. Il a demandé à Zach, et Zach lui a dit que la porte coulissante en verre était grande ouverte. L'électricité était revenue à un moment donné pendant qu'il était dans le placard. L'électricité fidèle à ce que Zach avait dit, il y avait de la boue rouge, des empreintes de pieds nus tout autour de la maison. Et ce n'était pas lui. Il a montré à Zach ses chaussures, ses pieds nus, et que les empreintes étaient beaucoup plus grandes que les siennes. Je parie que c'était Jeff, a conclu Zach. Il est probablement venu te faire des misères parce qu'il est en colère que tu aies démissionné,
et cassé son appareil photo. No warning. Il savait que tu avais peur, alors il s'est dit qu'il allait te faire marcher. Sam n'est pas sûr, mais ça le rassure un peu. Oui, se dit-il. Jeff, ce crétin. Je n'ai pas dû bien fermer le loquet de la porte coulissante en verre. No warning. Le bruit sur le toit devait être le vent qui soufflait les bardeaux. Tout commençait à prendre sens. Lui et Zach ont bu quelques bières que leur père avait laissées dans le frigo. Ils ont nettoyé la boue du mieux qu'ils pouvaient, et après s'être un peu enivrés, ils ont décidé qu'ils iraient le matin pour confronter Jeff. Zach a dit qu'il devait payer un supplément à Sam, car maintenant il devait louer une shampooineuse à tapis pour nettoyer le désordre que Jeff avait fait. Ils ont décidé d'aller en ville, un de leurs amis faisant une fête. Je ne pense pas qu'aucun d'eux ne voulait rester là-bas. La fête était en pleine cambrousse, avec un grand feu de joie. Il y avait une vingtaine d'ados. Sam avait du mal à profiter de la fête. Il avait l'impression que quelque chose le surveillait. La bière n'avait plus le même goût, et il ne socialisait pas vraiment avec ses amis. Là je lui demande ce qui ne va pas, mais il dit juste qu'il est fatigué. No warning. La pleine lune se levait à l'est, jetant sa lumière étrange sur la falaise de grès et les cèdres. Sam a regardé au-delà de la lumière du feu et a aperçu quelque chose bouger juste hors de portée de la lumière du feu. Ça bougeait derrière un buisson. Ça doit être quelqu'un qui fait pipi, pensa-t-il. Mais son instinct n'était pas d'accord. Soudain, un hurlement rauque et étrange a déchiré la nuit. Sam a sursauté. Il a regardé autour de lui, mais personne d'autre ne semblait avoir rien entendu. Il continuait à rire, et à parler. Il s'est alors tourné, pour voir la grande silhouette d'un homme se tenant juste en dehors de la lumière du feu. Il était paralysé de peur. Le visage de l'homme était caché dans l'ombre, mais Sam pouvait sentir ses yeux le transpercer. Il a fermé les yeux, et a commencé à murmurer une prière sous son souffle. Quand il a eu le courage de les ouvrir, l'homme était parti. Il a dit à Zach qu'il rentrait chez lui. Zach a décidé de rester. Sam ne voulait pas vraiment rentrer. Il ne voulait pas non plus retourner à la fête. L'esprit embrouillé, il a pris la direction et sur l'ancienne autoroute de Conchaux. Sûrement pensa-t-il, il se faisait juste peur tout seul. Jeff était venu et l'avait effrayé. No warning. Et cette personne à la fête était probablement juste quelqu'un qui était parti faire pipi. Et no warning. Tout prenait sens. Il a remarqué quelque chose courir sur l'autoroute. Il était environ 2 heures du matin, donc l'autoroute était plutôt déserte. Il a ralenti, pensant que ça devait être un cerf. Et puis il y a eu un crash. Quelque chose a frappé l'arrière du camion, le faisant avancer d'un coup. Il a claqué les freins, regardant dans le rétroviseur arrière. Il aperçut des yeux brillants. Et à ce moment-là, il était en mode panique totale. Il a appuyé à fond sur l'accélérateur. La terreur pure l'envahissait. Trop effrayé pour regarder en arrière. Il a vu quelque chose du coin de l'œil. Il a tourné la tête, et a vu un homme courir à côté du camion. Il a regardé sa vitesse. 66. Il a regardé à nouveau, et maintenant la créature de type coyote le regardait. Au début, son visage était enveloppé d'obscurité. Puis, il a dit qu'elle s'était transformée sous ses yeux. La seule façon dont il pouvait la décrire, c'était celle d'un démon. De grands yeux rouges, un sourire tordu, et montrant de longues dents acérées. Elle a jeté la tête en arrière, et a ri. No warning. Elle a pris une longue main griffue, et a griffé le camion alors qu'il passait à toute vitesse, et a disparu dans l'obscurité. Astérisque 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 alors, voici ce dont je me souviens. Nous vivions environ 2 heures de Snowflake. No warning. J'avais 7 ans, dans mon lit. No warning. Vers 3 heures du matin, ma famille est réveillée par quelqu'un qui frappe à la porte. Bien sûr, ça nous a tous réveillés, nous les enfants. Bien on a regardé papa ouvrir la porte et le cousin Sam arriver. Il était blanc, comme un drap, tremblant et en larmes. Mes parents étaient assez surpris, essayant de comprendre ce qui se passait, et lui,
il a commencé à balbutier des histoires de démons qui le poursuivaient. Maman nous a renvoyés au lit. Le lendemain, mon père a appelé un ami Navajo, et ils ont emmené Sam chez quelqu'un près de Sandé, pour voir un homme médecine. Après leur retour, Sam est resté avec nous jusqu'à ce que ses parents reviennent du Nebraska. Quand il est finalement rentré chez lui, il n'a plus jamais rien revu. Des années plus tard, quand j'étais plus âgé, on est devenus plus proches. Je lui ai demandé ce qui s'était passé cette nuit-là quand il est arrivé chez nous, et il m'a raconté, à contre-cœur. J'ai ensuite posé la question à mes parents, et ils ont confirmé que c'était la même histoire qu'il leur avait racontée, moins une dernière partie. J'ai alors, le matin où Sam est arrivé chez nous, Zach, son frère aîné, est allé chez Jeff pour récupérer l'argent de Sam. Quand il est arrivé là-bas, Jeff n'était pas là. No warning. La porte de la maison était grande ouverte. No warning. L'intérieur était saccagé, les meubles renversés et cassés. Jeff a disparu pendant environ 6 mois. Tout le monde se demandait où il était passé. Personne ne connaissait vraiment sa famille, juste qu'il venait du Midwest. À un moment donné, ma grand-mère a déposé un rapport de personnes disparues au bureau du shérif, mais plus tard, le shérif l'a informé que Jeff était reparti à Lay. Quand il est enfin revenu, il était émacié, et avait l'air d'avoir vieilli de 20 ans en 6 mois. Tout le monde s'est demandé si c'était la drogue. No warning. Avance rapide de 5 ou 6 ans. Avance, mes grands-parents invitent Jeff à Thanksgiving chez eux. Sam avait obtenu son diplôme, et était parti vivre ailleurs depuis longtemps, mais il était là pour Thanksgiving. Jeff a demandé à Sam de venir à son camion parce qu'il y avait quelque chose qu'il voulait lui montrer. Et après 6 ans, Sam a accepté. Jeff lui a tendu une pile de photos. C'était les mêmes photos qu'il avait prises en excavant la ruine. Sam les a feuilletées, ne voulant pas vraiment repenser à ce qui s'était passé à l'époque. Ces dernières années, il s'était convaincu que c'était un tas de coïncidences, et qu'il s'était fait peur tout seul. No warning. Jeff a dit à Sam, l'air malheureux, de regarder les photos de plus près, et il l'a fait. Jeff au début, il n'a rien remarqué. Mais il a remarqué que dans les ombres sur la photo, il y avait des figures, petites, tordues et maléfiques. Avec le même visage que le démon qui l'avait poursuivi. Jeff s'est excusé auprès de Sam, mais il a dit qu'il devait s'assurer qu'il n'était pas fou. Et il a raconté à Sam que pendant les 6 mois où il avait disparu, il avait été chassé par cette chose. Et elle l'avait suivi tout le long jusqu'en Oklahoma. Finalement, il a cherché l'aide d'un homme médecine. Finalement, il a rendu les artefacts, et a remblayé la ruine. Sam a dit qu'il ne savait pas ce qu'il était advenu des photos, et qu'il ne voulait pas savoir. Astérisque, 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 il fallait bien que ça arrive. Je voudrais partager ce qui a été sans aucun doute, le moment le plus terrifiant de ma vie. Je pense que j'ai eu un contact avec quelque chose d'indubitablement vengeur. J'ai décidé d'aller me promener il y a quelques nuits. Je vis le long du fleuve Mississippi, près de East River Road à Minneapolis. J'ai emprunté ce chemin tellement de fois, de jour comme de nuit. Et d'ailleurs, j'avais fait exactement la même promenade, à la même heure, quelques nuits auparavant. J'ai eu quelques expériences étranges en descendant vers les bois, le long de la rive. En descendant le grand escalier qui mène à la rive, j'ai entendu un couple bavarder au-dessus de moi. J'ai levé les yeux plusieurs fois vers les escaliers, mais je n'ai vu personne. 15 minutes plus tard, ma promenade se passait à merveille. Je profitais de mon temps dans les bois, et la paix remplissait mon âme. Je gardais à l'esprit, j'ai l'habitude de camper, de chasser et de faire de la randonnée seul dans les bois. Être seul dans le noir ne m'a jamais effrayé une seule fois. J'ai même fait de la thérapie par curiosité, et je suis aussi neurotypique que possible. J'ai aussi une grande confiance en moi, et je pense avec ma propre petite voix intérieure de Jiminy Cricket, contrairement au processus de pensée imagé de beaucoup d'autres. Le soleil commençait à descendre sous l'horizon, et j'ai décidé de continuer. J'ai atteint un virage difficile à distinguer sur le sentier, où je ne pouvais pas voir au-delà. Et tout à coup, une voix de femme a surgi dans ma tête, fais demi-tour.
J'ai joyeusement ignoré ça et j'ai continué mon chemin. Fait demi-tour. J'ai repéré une bûche qui me semblait être un bon point d'arrêt devant moi, et j'ai continué. Fait demi-tour a résonné, dans mon crâne. La seconde où j'ai atteint mon point d'arrêt prédéterminé. À ce moment-là, une vague d'anxiété inexprimable m'a parcouru, jusqu'à la moelle. Je tremblais de tout mon corps. J'ai fait demi-tour, et j'ai rebroussé chemin. Quelque chose au plus profond de mon être m'a dit que si je ne faisais pas demi-tour à ce moment-là, je serais mort. Le soleil était descendu sous l'horizon. Et comme par hasard, à ce moment précis, j'étais englouti par l'obscurité totale. La sensation d'être observé ne commence même pas à exprimer l'horreur absolue à laquelle j'étais exposé. J'étais suivi. Je ne sais pas si c'était un animal, un humain, un esprit ou quelque chose entre les deux. Mais la présence d'un danger imminent derrière moi était indubitable. Je n'ai jamais connu une telle peur. J'ai eu des crises de panique, à l'université, du chagrin après une rupture avec une femme que je pensais épouser, et j'ai ressenti le poids écrasant de la dette. Mais je n'ai jamais ressenti un tel désespoir dans toute ma vie. J'ai entendu la voix de la femme à nouveau. Ne regarde pas en arrière. J'ai obéi, j'ai marché, ignorant les ombres qui vacillaient aux limites de ma vision. J'ai contourné un virage, gravi une colline, et j'ai commencé à sentir une libération de cette présence. J'avais toujours l'impression d'être suivi, mais de loin, suffisamment loin pour ne pas me nuire, du moins. J'ai un peu ralenti le pas. Et ça, c'était l'une des 2 erreurs que j'ai commises cette nuit-là. Pendant cette brève période de détente, j'ai entendu une autre voix, qui n'était pas la mienne. Une voix grave, et rauque qui ne voulait rien d'autre que d'annoncer sa présence. J'ai senti chaque muscle de mon dos se contracter, alors que je faisais tout mon possible pour prendre de la distance avec cette présence. Ma peau semblait se déchirer. No warning. Des frissons ne commencent même pas à décrire le réflexe de lutte ou de fuite que mon corps traversait. Mon corps voulait sprint, mais quelque chose au plus profond me disait que si je courais, j'activerais un instinct de proie prédateur, et la chasse commencerait. 10 minutes de douleur absolue passent, chaque pas légèrement répété par un autre qui n'était pas le mien. Le grand escalier, qui m'avait mené à la rive était de nouveau en vue. À ce moment-là, je me suis parlé comme un fou, et j'ai fait ce que tout être humain rationnel ferait. J'ai décidé de profiter de la beauté de la métropole devant moi. Un snap rapide. Et c'était la première fois que j'arrêtais de bouger depuis la rencontre initiale. J'avais l'impression d'être légèrement en sécurité, ma voie d'évasion étant si proche. Mes grandes enjambées se sont immédiatement arrêtées à l'angle parfait. Et derrière moi, j'entends non pas 1, non pas 2, mais 3 pas résonner sur l'asphalte. J'ai marché d'un pas rapide plus que je ne l'avais jamais fait auparavant. Et la seconde, avant de poser mon pied sur la première marche, tous les poils de mon cou se sont dressés. J'ai eu l'impression que quelque chose me soufflait dans la nuque. Il ne serait pas exagéré de dire que j'ai sauté les premières marches. Une fois que j'ai gravi la 3e volée, le sentiment de danger imminent a commencé à s'éloigner, et une sensation de chaleur indescriptible a rempli ma poitrine. Tout ce que je pouvais penser, c'était « Merci mon Dieu ». Une fois que je me suis approché du sommet, et que j'étais sur le point de contourner le dernier virage, avant d'entrer dans la lumière de la ville, j'ai risqué un coup d'œil dans l'obscurité épaisse, en dessous de moi, et je n'ai vu qu'un sentier vide. Je n'ai jamais ressenti cette peur primaire en 24 ans de vie sur cette planète, et j'espère ne jamais la ressentir à nouveau. Les gens m'ont dit, ont spéculé, qu'ils croyaient que cela pouvait être l'œuvre d'un skinwalker. No warning. Je ne sais pas s'ils ont raison, ou non, n'ayant aucune connaissance sur le sujet moi-même, mais je vous laisse le soin de juger. Qu'en pensez-vous? Serait-ce cette créature même, ou quelque chose de tout à fait différent? Astérisque, 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 ma grand-mère, elle était une sacrée conteuse. Astérisque, elle avait des tonnes d'histoires vraiment intéressantes, d'autant plus fascinantes, qu'elles s'étaient toutes déroulées il y a 60 ou 70 ans. On était toujours captivés, vraiment. Mais il y en avait une seule, celle de la nuit où elle a vu une personne devenir autre chose. Celle-là, elle m'est restée,
d'une manière que nul autre n'a jamais fait. Elle a grandi dans un tout petit hameau, niché entre des mesas. Un endroit avec peut-être 20 familles en tout. Et honnêtement, la moitié d'entre elles étaient probablement apparentées. Elle disait, tout le monde là-bas partageait la même règle. Si tu entends quelque chose appeler ton nom après la tombée de la nuit dans les bois, tu fais semblant de ne pas avoir entendu. Si tu gardes la tête baissée, et tu marches juste plus vite. Si ça ressemble exactement à quelqu'un que tu connais, marche encore plus vite. Et si tu entends siffler dans les bois, tu cours. Elle m'a raconté qu'elle avait appris la règle à la dure. Quand elle avait 18 ans, elle aidait son oncle à garder les chèvres le soir. Une nuit, il n'est pas rentré au coucher du soleil, alors elle est partie à sa recherche. Avec une vieille lanterne, elle a suivi le vieux sentier, et l'a trouvé sur la crête près de l'Arroyo. No warning. Mais il n'était pas seul. Mais à côté de lui se tenait quelqu'un qu'elle reconnaissait, son voisin Jonah. Mais il ne bougeait pas normalement. Il me l'a dit. Son corps était plié, comme si ses os ne lui appartenaient plus vraiment. Comme s'il se portait mal, si ça a du sens. Son oncle avait l'air terrifié. Sont ses yeux écarquillés, sa bouche tremblante, il ne faisait aucun bruit. Elle a essayé de l'appeler, et Jonah s'est tourné vers elle. Elle a dit que la façon dont il souriait lui donnait la chair de poule, parce que ça ne correspondait pas à son visage. No warning. Son oncle s'est ressaisi juste assez longtemps pour lui attraper le bras, et l'a traîné en bas de la crête. Il n'a pas parlé avant d'arriver à la maison. Et quand il a finalement parlé, il n'a dit qu'une chose. Jonah n'est plus Jonah. Sa famille a barricadé les portes, et toute la nuit, ils ont entendu des grattements sur les murs, des palans qui tournaient autour de la propriété, et quelque chose qui tapait aux fenêtres. Des semaines plus tard, la nouvelle s'est répandue que Jonah avait été vu errant seul dans les plaines, marmonnant, déchirant ses vêtements comme s'il essayait de les enlever. Des nuits, il a marché dans les broussailles, et a disparu pour de bon. Certains disent qu'il marchait sur 2 jambes, d'autres sur 4, mais personne n'est jamais allé voir. Certains grands-mères m'a toujours dit que les gens ne deviennent pas juste des skinwalkers, ils s'effilochent en eux. Ça commence par vouloir quelque chose tellement fort qu'ils se taillent des morceaux d'eux-mêmes juste pour lui faire de la place. Ça n'arrive pas en un instant. C'est comme une ombre qui se met à voir des dents, disait-elle. Je lui ai demandé si elle avait revu Jonah, mais elle a secoué la tête. Mais une fois, quand j'avais peut-être 12 ans, j'ai entendu quelque chose dehors, près de la maison, appeler mon nom doucement, presque familièrement. Mais grand-mère m'a attrapé le poignet si fort que ça a fait mal. Sa voix est tombée dans un murmure tremblant, que je n'avais jamais entendu auparavant. Ça ne regarde pas. Ça peut emprunter les visages. Et je jure que quelque chose a raclé le long du côté de la maison, juste après qu'elle ait dit ça. Et je n'ai jamais oublié ce son. Astérisque 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 alors, j'étais à cheval dans la forêt nationale de Shawnee, et il m'est arrivé un truc, dont je ne me remets toujours pas. Astérisque, mon ami et moi, on avait prévu une balade tôt le matin depuis son camping. Juste une journée tranquille dans les bois, tu sais. On a sellé nos chevaux vers l'âge du matin, et le chien de sa mère, un berger allemand croisé, trottinait à côté de nous. Quelques heures plus tard, on est arrivé à une bifurcation dans la forêt. Un chemin nous était familier, et il suivait le ruisseau. L'autre, c'était un tout nouveau sentier, dont tout le monde parlait au camp, il l'appelait le difficile. Celui dont on disait qu'il n'était pas fait pour les chevaux âgés comme les nôtres. Celui-il montait droit sur une crête, contournait une falaise, puis redescendait dans les bois de l'autre côté. Le panneau attention nous criait littéralement dessus. On s'est regardé, et on a tacitement convenu. Non, et on a gardé le sentier du ruisseau. On a contourné la colline, et j'ai vu le chien sprint devant nous dans les hautes herbes. Je me suis dit qu'il filait vers l'eau. Mais à mi-chemin du ruisseau, un son a déchiré les bois. Celui d'un animal qui hurle. Et ce n'est pas le genre de cri qui te fait penser. Oh, quelque chose a eu peur. Non. C'était une vraie douleur déchirante. Et pendant une seconde, j'ai cru que c'était le chien, jusqu'à ce qu'il boitille hors de l'herbe vers nous,
complètement indemne, les oreilles couchées en arrière. Le cri par contre, ne s'est pas arrêté. On aurait dit un chien en train de faire une crise. Encore et encore, on a entendu ce bruit. Je travaille dans un refuge pour animaux, alors je connais les bruits de détresse canine, et c'était pire que tout ce que j'avais jamais entendu. Le son venait d'en haut de nous. La seule voie possible, c'était ce nouveau sentier. Mes amis ont commencé à appeler demandant si quelqu'un était là-haut, parce que pourquoi un chien serait-il si loin, seul, si profondément dans les bois, en hurlant comme ça? On n'a reçu aucune réponse. Rien d'autre que les oiseaux, et l'eau qui coule, et un horrible gémissement étouffé. Rien, on a traversé le ruisseau lentement, scrutant la crête, appelant encore, et encore. Quoi que ce fût, c'était proche. Assez proche pour que les poils de mon bras se dressent. Mais on ne pouvait rien voir à travers les arbres, juste les falaises abruptes qui s'élevaient au-dessus de nous comme un mur. On venait de traverser de l'autre côté, en détournant nos chevaux de la colline, quand les cris se sont arrêtés. Comme si quelqu'un avait coupé le son. Mon ami et moi, on s'est juste regardé pendant une minute, pensant toutes les deux la même chose, mais ne voulant pas le dire à voix haute. Et on a roulé en silence, sacrément mal à l'aise. Et au moment où on a atteint notre point de retour, elle a finalement demandé si on pouvait revenir par le nouveau sentier. No warning. Elle n'arrêtait pas de penser que peut-être quelque chose était blessé là-haut et qu'on l'avait ignoré. Je ne voulais pas y aller, mais je ne voulais pas non plus laisser un animal souffrir. Alors, on y est allé. On a escaladé la crête, suivi le chemin, et on a atteint l'endroit le plus proche de là où on estimait que le son avait été. Mais on n'a rien trouvé. Pas de traces, pas de broussailles déplacées, pas de sang, pas d'animal, pas même de personne. On a sifflé, on a appelé. Pas même un écho ne nous a répondu. Si ça avait été un coyote, ça aurait été étrange. En plein jour, un cri profond, comme ça, puis le silence absolu. Les coyotes n'agissent généralement pas comme ça en plein jour, et ils ne disparaissent certainement pas, sans laisser de traces. On a fini par abandonner, et on est rentré au camp. Mais tout le long du chemin, je n'arrêtais pas de revoir la scène, d'essayer de la rationaliser, d'essayer de la faire correspondre à quelque chose de normal. Et je ne pouvais pas. Je ne sais pas. Je ne dis pas que c'était un skinwalk, mais je ne peux pas non plus expliquer ce qui s'est passé là-haut. Si vous avez une meilleure idée, je suis tout oui. Astérisque, astérisque, astérisque alors. Vous me suivez toujours. Je vis dans le nord du Canada, une petite ville entourée de forêts et de lacs infinis. Vous savez peut-être déjà où, non? Vous, quelques jours avant que tout ne commence, j'étais devenue complètement obsédée par les histoires de skinwalkers. Genre, c'était ma seule lecture. Genre, je passais mes journées et mes nuits à les dévorer sur Reddit, des forums, des narrations YouTube. C'était pratiquement la seule chose que je faisais pendant 2 jours d'affilée. C'était je ne sais pas pourquoi, je m'étais fixée là-dessus, mais quelque chose en elle m'avait saisi d'une emprise que je ne pouvais pas expliquer. Puis, un soir en plein été, mon petit ami et moi avons décidé d'aller faire un tour en voiture. On voulait fumer un peu au bord du lac, et juste se détendre. Le lac était à environ 30 minutes de la ville, et il fallait prendre cette longue route de terre sinueuse, à travers des arbres denses et des marais pour y arriver. Un endroit où je n'avais jamais conduit auparavant. Tout était calme. Le lac, c'était juste une simple rampe de mise à l'eau pour bateaux. Personne ne campait là, personne ne vivait dans le coin. À mi-chemin de la route de terre, une odeur insupportable nous a frappés à l'intérieur de notre camion pourtant fermé. De nulle part, ça puait la viande pourrie, épais et aigre. Comme si quelque chose était mort et avait traîné au soleil pendant des jours. Mon estomac s'est immédiatement tordu. Il n'y avait pas de gibier tué sur la route, pas de cabane, aucune raison pour que cette odeur soit là. L'air était clair quelques instants auparavant. Je ne savais pas quoi penser. J'ai dit à mon petit ami, peut-être qu'on devrait y aller. J'ai fait demi-tour avec le camion au milieu de la route, et on a commencé à repartir. 10 minutes plus tard, sur la route, l'odeur a disparu aussi soudainement qu'elle était apparue. Et puis, on a commencé à voir des renards. Ils se tenaient sur le bord de la route, nous fixant pendant qu'on passait, l'un après l'autre. Comme s'ils savaient quelque chose que nous ignorions.
Après cette nuit-là, j'ai commencé à faire de mauvais rêves. Ils ont débuté quelques jours seulement après cette virée. Et dans chacun d'eux, je voyais une ombre sombre se tenant au-dessus de moi. Parfois près du lit, parfois au plafond. Parfois, elle regardait. D'autres fois, je sentais mon corps se retourner ou se soulever, comme si on me tirait vers le plafond. Je me réveillais en sueur, paralysée et effrayée. Les rêves étaient vifs et violents. Ça n'a pas arrêté. J'avais vraiment peur de m'endormir. J'ai commencé à léviter complètement, et je ne pouvais plus dormir seule. Je ne pouvais plus être seule, tout simplement. La présence, quoi que ce fût, était palpable. Et juste au moment où je la sentais se rapprocher, elle disparaissait à nouveau. Mais jamais pour longtemps. Gardez à l'esprit, ça a duré des mois. Mes parents ont commencé à prier pour moi. Toute ma famille aussi. J'ai commencé à prier pour moi-même toutes les nuits. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et puis un jour, la présence a disparu, vers le début décembre. Les rêves se sont arrêtés. Plus de peur la nuit. Ça s'est juste terminé. Je ne suis jamais retournée sur cette route du lac depuis. Et j'ai complètement arrêté de lire des histoires de skinwalkers. Une partie de moi se demande si tout ça est arrivé, parce que je me suis fait peur à force de lire, et d'écouter toutes ces histoires. Ou peut-être que c'est le fait de lire, et d'écouter toutes ces histoires, qui a attiré un skinwalker dans mon entourage. Et puis, sur cette route isolée, il essayait de m'atteindre. Et depuis, ça me hante. Je ne sais pas si ce sont des explications adéquates ou non, mais ce que je sais, c'est que j'essaie d'éviter le mot, et même de chercher quoi que ce soit qui s'y rapporte depuis. Et je vous suggère à tous de faire de même. Astérisque astérisque astérisque, on avait l'habitude de plaisanter avec le nom d'une certaine légende, Navajo, juste pour faire peur à nos amis qui ne savaient pas de quoi il s'agissait quand on était un peu défoncé. C'était marrant sur le coup, je dois l'admettre. Mais ça a changé, ironiquement, un vendredi 13 de juin, entre 2h et 3h du matin. Un groupe d'amis et moi, on traînait dans un cul-de-sac qui borde une grande colline, où il n'y a pas de maison. La colline est entourée de maisons tout le long de ses bords, mais une grande partie n'est que broussailles et arbres avec des sentiers. À moins d'1 kilomètre, il y a une grande réserve naturelle bordée de montagnes, qui mène au canyon de Blackar, en Californie. Mes amis voulaient fumer un peu d'herbe, et on était un peu bruyant. Je ne voulais pas déranger mes voisins, alors j'ai suggéré qu'on monte un peu sur le sentier pour fumer là-bas. Pendant qu'on était sur le sentier, dominant les maisons, on a entendu un grand claquement. Genre, une branche d'arbre qui se casse, pas une brindille. On a entendu ce bruit environ 10 fois, à intervalles réguliers, sur une période de 15 minutes. Mes amis n'y ont pas prêté beaucoup d'attention, mais moi, j'étais concentré dessus. Je ne fumais pas, donc j'étais sobre tout le temps. En l'écoutant, j'ai pensé à un nom. Finalement, on a décidé de retourner aux voitures, plus près de la maison. Puis, en marchant à la fin du sentier, on a entendu un grand cri, comme celui d'un enfant. C'était fort, et ça a duré plus de 10 minutes. À ce moment-là, on était près des voitures, on en parlait. Il devait être près de 3h du matin. Puis, pendant qu'on parlait du cri, on a entendu des brindilles se casser dans les broussailles sur la colline derrière les voitures. Je me suis tournée, et j'ai regardé, balayant les collines du regard. J'ai cru voir quelque chose bouger, mais ça aurait pu être juste la brise qui agitait un buisson. Puis, on a tous entendu un sifflement rapide et discret depuis la colline. Je me suis tournée vers mes amis et je leur ai demandé s'ils avaient entendu ça. Quand ils ont dit oui, j'ai demandé si l'un d'entre eux avait sifflé. Ils ont tous secoué la tête. Quand on a réalisé ça, on a couru dans les voitures, et on a descendu la colline. J'habite sur une grande colline menant au parking d'un Sévas. Là, on s'est tous mis dans une voiture pour parler de ce qui s'était passé. Puis on a vu un coyote traverser devant les voitures, à peut-être 30 mètres de nous regarder, puis partir. J'ai pris cette expérience comme un avertissement majeur, ne plus jamais jouer avec ou manquer de respect à son nom. Je suis passé d'un sceptique qui aimait bien les histoires de ce genre, écoutées sur Internet, à carrément terrifié, au point d'éviter même de penser au nom ou d'être seul dehors.
La vérité, c'est qu'on était juste une bande de jeunes de 20 ans qui se sont fait peur tout seuls. Mais c'était une étrange combinaison d'événements après avoir un peu trop joué, et on a compris. Je vous exhorte tous à ne pas faire la même erreur que nous, plaisanter, et prononcer ce nom. Astérisque 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 j'habite près d'une parcelle de bois qui s'étend derrière nos voisins, et qui rejoint quelques campings. Tout le coin est rempli de petits endroits oubliés, y compris ce vieux terrain de basket défoncé que mes amis et moi utilisons toujours. Le terrain a un sol en pierre, fissuré en plein milieu, et 2 paniers rouillés sans filets. L'été dernier, par une journée particulièrement chaude, on est allé jouer là-bas. Tout était normal au début. Puis des aboiements ont commencé. Pas fort, juste étrange. La tonalité changeait sans cesse. Parfois, ça sonnait lointain. Parfois, c'était ridiculement proche, juste derrière la lisière des arbres. On aurait dit que ça nous tournait autour. Mes amis ont ignoré ça, ils ont dit que c'était probablement un chien du camping voisin, mais moi, je suis resté silencieux. Environ 10 minutes plus tard, j'ai fait un tir tellement raté qu'il a rebondi sur l'arceau et a filé dans les bois. Bien sûr, c'est moi qui ai dû aller le chercher, puisque c'est moi qui avais fait le tir. La seconde où mes chaussures ont touché la terre, quelque chose a changé. Je jure que même les cigales se sont tues. Et les aboiements ont recommencé, mais plus proches. Le son avait cette qualité bizarre, presque comme s'il ne venait pas d'un chien du tout, mais des bois eux-mêmes. Comme une voix qui prenait la forme d'un aboiement. Ma poitrine s'est serrée, mais je me suis forcé à continuer. J'ai trouvé le ballon coincé entre 2 racines. Et la minute où je me suis penché pour le prendre, une douleur vive m'a traversé la paume. C'était si rapide que tout mon bras a tressailli. Ce n'était pas comme une épine ou une coupure. C'était plus profond et plus brûlant. J'ai quand même attrapé le ballon, et je suis retourné en courant sur le terrain, ma main me lançant, comme si quelque chose y pulsait. Quand mes amis ont demandé ce qui s'était passé, j'ai juste dit que je m'étais fait mal. Ils ont continué à jouer pendant que je restais assis à regarder ma main serrée, et essayant de ne pas paniquer. Finalement, la douleur s'est estompée et les aboiements ont cessé. Tout sonnait à nouveau normalement, ce qui m'a un peu détendu. Après un moment, j'ai réalisé que j'avais vraiment très envie de faire pipi. Mes amis ne voulaient pas encore partir, et je n'avais pas envie de sprint jusqu'à la maison. Alors j'ai erré derrière le terrain, dans les arbres. Pas trop loin, mais assez pour être hors de vue. J'ai immédiatement senti la température chuter. L'air était plus froid, et immobile là-bas, comme si la lumière ne pouvait pas l'atteindre. J'ai essayé d'ignorer la sensation qui me montait le long de la colonne vertébrale, et je me suis concentré sur ce que j'étais venu faire. Puis, la sensation d'être observé m'a frappé. Ce n'était pas vague. Je jure que j'ai senti que quelqu'un se tenait derrière un arbre à seulement quelques mètres, me fixant droit dans les yeux. Ma peau s'est tendue partout. J'ai remonté ma braguette, et j'ai commencé à marcher vers le terrain, essayant de ne pas avoir l'air de vouloir courir. Les aboiements ont explosé derrière moi. Ma paume s'est enflammée à nouveau avec la même douleur qu'auparavant, mais en pire. Quand je me suis retourné pour regarder, il n'y avait rien. J'ai couru, je suis revenu sur le terrain en haletant, ma main brûlante, et j'ai dit à mes amis que je voulais partir. Ils ont eu l'air confus, mais je m'en fichais. Je devais m'éloigner de ces bois. Plus je m'éloignais des arbres, plus tout revenait à la normale. La douleur dans mes mains a cessé. L'air était plus léger. Mais les aboiements m'ont suivi. Au moment où je suis rentré chez moi, tout semblait étrangement normal. Je n'en ai pas parlé pendant un moment, ni à mes amis, ni à personne. Je me suis dit que c'était juste les nerfs, la chaleur, n'importe quoi. Mais la façon dont les aboiements bougeaient, et la douleur, la sensation d'être observé, je ne sais pas. J'y ai repensé plus de fois que je ne peux compter. Et chaque fois que je le fais, j'arrive à la même pensée troublante. Quoi que ce soit qui faisait ces bruits, ce n'était pas un chien. Ce que c'était, je ne peux pas en être sûr, mais mon esprit vagabonde toujours vers la possibilité que ce soit un skinwalker. Qu'en pensez-vous? Astérisque 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 j'ai commencé à aller au camp Loacan quand j'avais 6 ans. Année après année, été après été, le lac Co est devenu une seconde maison. Et quand j'ai eu 20 ans, en 2022,
J'étais quasiment une des vieilles de la vieille, que les animateurs oubliaient de surveiller tellement j'étais là depuis longtemps. C'était hilarant, parce que j'avais décidé que ce dernier été serait le plus débridé de ma vie. Des escapades nocturnes, des aventures secrètes, je vivais comme si mon gremlin intérieur de 12 ans avait enfin pris le contrôle. L'endroit n'était pas censé faire peur. Mais mon instructeur de scat a eu une sacrée crise psychologique un été. Les gens disaient qu'il était devenu fou, ce qui n'est jamais une phrase très rassurante à entendre d'un directeur de camp qui essaie de vous calmer. Le propriétaire, plus tard, a eu un horrible accident après avoir affirmé avoir vu quelque chose sur la route. Son crâne s'était littéralement fissuré en deux à l'impact, et il y avait des symboles gravés qui sont apparus autour du brasero. Personne n'a jamais avoué les avoir faits, bien sûr. Pourtant, le camp fonctionnait normalement. Les enfants fumaient derrière la cabine, se cachaient pour s'embrasser derrière le bâtiment d'art, ont essayé l'alcool une fois et l'ont regretté pour toujours. Le chaos estival habituel. Mais il y avait les bois. Et ils bordaient le camp comme de grands sentinelles. J'avais parcouru ces sentiers pendant des années, mais cette année, c'était la première fois que je faisais quelque chose de très différent. Je me suis faufilé dehors. Il y avait un chemin derrière ma cabine que personne n'utilisait plus. Probablement parce que les routes principales étaient plus faciles, et qu'elles n'impliquaient pas de branches qui vous fouettent le visage. Ce passage abandonné traversait la forêt tout droit, jusqu'au champ supérieur, et un petit pavillon où je pouvais capter juste assez pour envoyer des messages. C'était parfait pour les escapades, parce que ça contournait tout ce qui était surveillé. La première nuit, où je me suis glissé sur ce chemin, tout mon corps se sentait bizarre. Pas du genre je pourrais me faire prendre, mais plutôt comme si je pensais que quelque chose me regardait. Je me suis dit que c'était normal. Des ours, des cerfs, peut-être même un de ces ratons laveurs flippants aux yeux brillants qui avaient l'air d'avoir commis d'une fraude fiscale. Juste la nature qui fait son œuvre. La deuxième nuit a été pire, par contre. J'ai marché plus vite, gardant ma lampe de poche braquée devant moi comme si c'était une arme, au lieu d'une simple lumière de cambon marchée à peine assez forte pour éclairer mes chaussures. Et chaque craquement de brindille me donnait l'impression que quelque chose s'approchait de moi. La troisième nuit, l'effroi s'est installé avant même que je ne mette un pied dans les arbres. J'avais l'impression que si j'empruntais ce chemin, je tomberais directement sur quelque chose avec une silhouette humaine. Le sentiment de malheur n'était plus vague, non. Pourtant, je me suis forcé à y aller. Je suis entré, et quand j'ai atteint le pavillon, je ne me suis pas installé comme d'habitude. Je me suis assise, le dos serré contre l'un des poteaux en bois. La lampe de poche braquée sur l'orée des arbres, attendant le soleil, comme un petit gremlin nerveux en veille de nuit. Chaque bruissement dans l'herbe faisait battre mon cœur à tout rompre. Et au moment où le ciel est devenu gris, j'ai quasiment sprinté pour entrer. La nuit suivante aurait dû être plus sûre. Mon ami et moi avons été invités à fumer avec deux gars à 2h30 du matin. Et avoir quelqu'un avec moi, c'était réconfortant. Il y a la sécurité en nombre, même si ces nombres étaient deux adolescents stupides, dont la plus grande peur était de se faire prendre par le personnel. On s'est glissé dehors en riant, en chuchotant, excités pour une aventure inoffensive. La cantine, c'était un long couloir résonnant quand elle était vide. Des cabines d'un côté, des bornes d'arcade poussiéreuses de l'autre. Le tout englouti par l'obscurité. Nos pas étaient le seul son. On s'est dit que les gars devaient être aux toilettes, au fond. À mi-chemin du couloir, on l'a vu. Une silhouette à l'extrémité du couloir, immobile. On a crié au début, à moitié en plaisantant, essayant de faire passer notre peur pour du sarcasme. Allez, qui est-ce? Mais il n'y a eu aucune réponse. On s'est rapproché. Rien ne se reflétait, aucune couleur. La lumière la frappait et semblait juste disparaître, comme si la silhouette était faite de ténèbres elle-même. Et c'est là que la silhouette a sprinté dans la salle de bain, mais c'était trop rapide. On aurait dit que ses pieds ne touchaient même pas le sol. On s'est regardé, terrifié. Pourquoi se cacher? Pourquoi courir? On a attendu devant la salle de bain pendant 10 minutes, et on n'a pas entendu un bruit à l'intérieur.
Finalement, on a décidé d'entrer de force, en comptant jusqu'à 3, plaisantant faiblement sur le fait de remonter son pantalon, on arrive. On a poussé la porte, et bien sûr, c'était vide. Mon ami s'est figé sur place. Je pouvais presque sentir la peur rayonner d'elle. On a reculé lentement, comme si les murs pouvaient soudainement se mettre à bouger aussi. Le couloir semblait plus sombre maintenant. C'est là qu'on a couru. Le sprint pour retourner à la cabine a semblé interminable. Les arbres se balançaient comme si quelque chose courait à côté de nous, juste hors de vue, mais je n'ai pas osé regarder. Une fois rentré, on s'est enfermé dans la salle de bain de la cabine, et on a essayé de respirer normalement. Sûrement quelqu'un nous faisait une farce. Même mon amie n'a pas ri. Elle n'a même pas souri. Elle a demandé comment ça pouvait être encore le noir absolu quand on braquait notre lampe de poche dessus. Je ne pouvais même pas distinguer de vêtements ou un visage, juste le contour. Je n'avais pas la réponse. J'ai passé le reste de la nuit éveillé, à fixer le plafond, rejoint le moment encore, et encore. Les bois, la silhouette, l'effroi, la façon dont ça bougeait, et la façon dont ça disparaissait dans une pièce sans sortie. Je ne sais pas ce que c'était. Peut-être une personne qui nous a échappé d'une manière ou d'une autre. Peut-être que nos yeux ont eu un dysfonctionnement dans le noir. Peut-être que le stress de cet été bizarre nous a finalement atteint. Je ne sais pas. Quoi que ce fût, ça rôdait autour du camp depuis un moment. Ça gravait des symboles. Et quand ça nous a vus, ça a décidé de jouer avec nous. Je ne sais même pas ce que c'était. Et je ne pense pas que je veuille savoir. Je ne suis jamais retourné au camp après ça. Astérisque 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 alors, plantons le décor. C'est l'hiver. Genre, une semaine avant Noël au Texas. J'étais assise dehors depuis le petit matin, avant le lever du soleil, dans mon affût de chasse. J'avais déjà vu un lynx rouge et une biche. Au loin, on entendait les coyotes faire leur truc habituel, vous savez. C'est là que ça a commencé à devenir bizarre. Les coyotes ont commencé à hurler de douleur. Et au milieu de leur bruit, on a entendu un grognement horrible, un son que je n'avais jamais entendu de ma vie, surtout pas dans les bois par ici. Je paniquais complètement à ce stade. Et mon ex me dit qu'on partira après le coucher du soleil. Je discute avec lui, mais il gagne, c'est lui qui nous a conduits. Donc, à ce moment-là, il fait noir. Vraiment noir. On aurait dû partir quand il faisait encore jour. On a braqué une lumière devant nous, hors de l'affût, pour regarder et s'assurer qu'on n'allait pas effrayer quoi que ce soit, ni tomber sur un prédateur. Puis, on a braqué notre lumière sur notre gauche. C'est là qu'on a vu deux cerfs sortir. Il faisait trop sombre pour qu'on distingue à peine leur forme. On s'est assis, et on les a regardés jouer, et courir. Puis l'un d'eux s'est éloigné de l'autre, vers nous, et s'est retourné. Et là attention, les cerfs sont au milieu du champ derrière l'autre cerf. Cette chose se lève lentement derrière lui, le dominant, et commence à bouger comme un homme. Tout ce qu'on voit, ce sont les yeux qui brillent. Elle se dirige vers nous, mais on ne sait pas si elle sait qu'on est dans l'affût. On a été silencieux, toute la journée. Elle commence à bondir, puis elle marche comme nous, puis le plus proche de nous, on peut voir sa forme, s'enfuit. Et l'autre le suit, avec cette chose géante. De là, on a attendu 20 minutes. On pouvait entendre les grognements bizarres qu'elle faisait en courant dans les bois, après les cerfs. On a fini par partir de là sans rien voir d'autre. J'ai complètement oublié de mentionner, en écrivant ceci, que j'étais en train de filmer les coyotes qui hurlaient, et faisaient du grabuge. Et je crois qu'on peut entendre le bruit étrange, ou une partie de son bruit. Il faudrait que je retrouve la vidéo. Ça fait des années, et j'ai eu un nouveau téléphone depuis. La seule raison pour laquelle je raconte cette histoire, c'est que je crois l'avoir revue, il y a quelques semaines. Je roulais en ville quand j'ai vu cette chose géante, comme une ombre, marcher dans les arbres et se retourner quand j'ai regardé. Tout ce que je pouvais voir, c'était les yeux briller, à peu près au même endroit où j'avais vu le premier. Je sais que les Wendigos ne sont pas une chose au Texas, mais je n'ai aucune idée de ce qu'était cette créature. Et j'ai très peur d'en parler près de l'endroit où c'est arrivé, parce que généralement, quand je parle de quelque chose comme ça réapparaît. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai vu. Je sais qu'il y aura probablement des sceptiques, mais c'est pour ça que je ne sors presque plus. Maintenant,
j'adorais avoir vos avis là-dessus. Astérisque 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 quand j'avais 16 ans, j'avais l'habitude de camper seul, pensant que je connaissais le terrain parce que c'était familier. Quelques jours, avant que tout n'arrive, mon ami cadet m'a dit quelque chose d'étrange alors qu'on rentrait de l'école. Il a dit, certaines choses ici, ne se comportent ni comme des animaux, ni comme des gens, mais comme quelque chose qui pense être les deux à la fois. J'ai ri, mais lui, non. Et il m'a dit que si jamais quelque chose d'ancien me trouvait, il vaudrait mieux tenir bon. Il a dit que si ça me testait, il ne fallait pas le laisser voir l'intérieur de mes côtes. Je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Quelque temps après cette conversation, je suis allé camper près de ce genévrier tordu, à la lisière de notre propriété. Le vent est tombé juste après minuit, et j'étais à moitié endormi quand j'ai entendu quelque chose dans l'obscurité. C'était mon nom qu'on appelait. Ce n'était ni un murmure, ni un cri. Plutôt comme si quelqu'un pressait la forme de mon nom à travers ses dents pour la première fois. Mes mains sont devenues glaciales, et j'ai tourné ma lanterne vers le son. Et c'est là que je l'ai vu, debout entre deux arbustes morts. Au début, ça ressemblait à un cerf. Puis mes yeux se sont adaptés, et les détails m'ont frappé comme un coup de pied dans la poitrine. Les pattes étaient trop longues, se pliant d'une manière qui me faisait mal aux articulations rien qu'à les regarder. La tête pendait bas, comme si le cou lâchait, et les yeux ne reflétaient aucune lumière, ils l'absorbaient. Ça appelait mon nom à nouveau, exactement sur le même ton, presque comme si c'était lu sur un script. J'ai voulu courir, et mon corps hurlait aussi. Mais alors, l'étrange avertissement de Caden m'est revenu, ne le laisse pas voir l'intérieur de tes côtes. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je me suis forcé à rester debout, même si mes genoux étaient comme de l'eau. Le feu crépitait derrière moi, et la créature a fait d'un mouvement brusque en avant, ses membres se pliant dans le mauvais sens, avant de se corriger. Quoi que ce fût, ça me fixait sans cligner des yeux. Ça a ouvert la bouche, et a fait un son étrange, et étranglé. Tout mon corps tremblait, mais je n'ai pas détourné le regard. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas couru. Quelque chose en moi savait que si je faisais l'une de ces choses, ça réduirait la distance entre nous en un battement de cœur. Plus je fixais, plus son visage tressaillait. Des petits spasmes, de minuscules craquements. Puis, soudain, ça a tourné la tête sur le côté. C'était tout. J'ai couru. Et ça ne m'a pas poursuivi. Je n'ai plus jamais campé seul depuis. Et je ne pense pas le faire de sitôt. Je ne suis pas sûr que le conseil de mon ami m'ait aidé ou non, mais je ne veux plus jamais revoir cette chose de ma vie. Quelqu'un a-t-il une explication pour ce que ça pourrait être? Astérisque 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 voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est mort qui vous parle, et je voulais vraiment vous remercier d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié cette collection d'histoires de Skinwalker ce soir. Et si c'est le cas bien sûr, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous voulez que je vous souhaite votre anniversaire, comme David, et que vous choisissiez le sujet de votre choix pour ce jour spécial, eh bien, vous connaissez le chemin, suivez le lien vers Patreon pour en savoir plus. J'espère sincèrement que vous vous êtes amusé avec celle-ci. Moi, c'est sûr, j'adore les bonnes histoires de Skinwalkers. J'espère vous retrouver mardi. Et dites-moi, ce que vous pensez de cette nouvelle formule. Au lieu d'avoir, vous savez, juste la compilation, je pense que ce n'est plus si populaire, avoir simplement une nouvelle histoire le samedi. Je ne l'ai fait que dimanche, parce que c'était l'anniversaire de David lui-même. Et peut-être qu'on pourrait, vous voyez, ne pas les supprimer, mais les faire moins souvent, et proposer plus de nouveaux contenus. Vos avis? Vous savez où les laisser pour que je puisse en tenir compte. Allez les amis, je vais vous laisser pour ce soir. Passez un excellent dimanche. Restez géniaux, et je vous dis à la prochaine. Bonne nuit.